La grande salle ronde du Conseil galactique résonnait des voix d'une centaine d'espèces différentes. De grands extraterrestres à la peau bleue côtoyaient de petites créatures velues. Certains flottaient dans des réservoirs de liquide spécial. D'autres planaient sur des plateformes anti-gravité. Au milieu de tout cela se tenait Kate Hudson, l'ambassadrice humaine auprès du Conseil. Kate était en plein milieu de son discours sur les nouvelles routes commerciales de la Terre, lorsque son appareil de communication émit un léger bip. Elle s'interrompit et baissa les yeux vers le petit écran. Son visage habituellement amical et ouvert devint figé. Sans un mot, elle referma son dossier, rassembla ses papiers et se dirigea vers la sortie. Ambassadeur Hudson, y a-t-il un problème? Demanda Zictoral, le représentant insecte du collectif Vespian. Kate ne répondit pas. Elle ne se retourna même pas. Les grandes portes s'ouvrirent et elle sortit. Dans la pièce, d'autres humains, assistants, traducteurs, agents de sécurité, se levèrent également et quittèrent en leur poste sans explication. Que se passe-t-il? La question parcourut la salle, tandis que la confusion se répandait plus vite que la lumière. À 12 années-lumière de là, à la Maison-Blanche sur Terre, le président Victor Martinez signait un document d'une plume lourde. Son visage était fatigué, mais déterminé. « Êtes-vous sûr de cela, monsieur ?» demanda Maria Gomez, sa principale conseillère. Interrompre toute diplomatie avec le Conseil galactique aurait de graves conséquences. Ils ne nous ont pas laissé le choix, déclara le président. Nous avons la preuve évidente qu'ils volent les ressources de nos colonies depuis des années. Ils nous sourient lors des réunions, tandis qu'ils nous volent dans notre dos. Il tendit le document signé à Maria. Officiellement. À ce jour, la Terre n'entretient plus de relations diplomatiques avec le Conseil galactique. Au Pentagone, l'amiral Paul Wright reçut l'ordre et se mit immédiatement au travail. Il entra dans le centre de commandement, où 20 officiers étaient assis à leurs postes informatiques. « Désactivez le protocole », dit-il. Le silence se fit dans la salle. Tout le monde savait ce que cela signifiait. Toutes les communications avec les entités non terrestres doivent cesser immédiatement. Rappelez tous les diplomates, fermez toutes les ambassades, désactivez les stations relais. « Oui, monsieur », dit le commandant Linda Peterson en parcourant son clavier. Le protocole est désormais coupé. À travers la galaxie, les ambassades humaines ont soudainement été plongées dans l'obscurité. Les canaux de communication se sont tus. Les vaisseaux de transport ont changé de cap et ont repris la route vers l'espace humain. Sur une centaine de mondes, des fonctionnaires extraterrestres désemparés se tenaient devant les portes verrouillées des ambassades, incapables de comprendre ce qui s'était passé. Au siège du Conseil, le haut ministre Quillette a convoqué une réunion d'urgence. « Que signifie tout cela ?» a-t-il demandé, son visage violacé virant presque au noir de colère. Pourquoi les humains ont-ils coupé tout contact? Nous l'ignorons, a déclaré le conseiller Gital. Ils ne répondent à aucun message. Tout ce que nous recevons, c'est une réponse automatique annonçant la suspension indéfinie des relations diplomatiques. C'est ridicule. Ils ne peuvent pas simplement se retirer du Conseil. Nous avons des accords, des traités. Dans une salle de réunion secrète sous la salle du Conseil, 5 représentants se sont réunis en privé.
Ils ont dû découvrir nos opérations, a déclaré Drax de la guilde minière. Les humains ont découvert notre travail dans leurs colonies extérieures. Impossible, dit Vélénor de la direction des sciences. Nous étions prudents. Nos vaisseaux n'utilisaient jamais les canaux officiels. Expliquez-leur alors pourquoi ils ont coupé toutes les connexions sans prévenir. Expliquez-leur les traces. Ce n'est pas une coïncidence. Sur la station militaire en orbite autour de Mars, l'amiral Wright a vu le réseau défensif se mettre en marche. De nouvelles plateformes d'armes ont été déployées autour de la Terre et de ses colonies. Rapport d'étape, dit-il. Tous les vaisseaux humains ont été rappelés de l'espace du Conseil, rapporta le capitaine Jack Davis. Armes défensives à pleine puissance, système d'alerte précoce activé et notre projet spécial. Le capitaine Davis baissa la voix. Le projet pare-feu est prêt si besoin, monsieur. L'amiral Wright hocha la tête. Espérons que nous n'en aurons pas besoin. Mais s'ils viennent nous chercher. Il regarda la carte stellaire indiquant la position de la Terre dans la galaxie. La Terre était désormais seule, entourée d'ennemis potentiels. S'ils viennent nous chercher, dit-il, ils verront que nous sommes prêts. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que la Terre avait coupé tout contact avec le Conseil galactique. Les effets se sont propagés dans l'espace comme des vagues dans un étang. Les routes commerciales autrefois grouillantes de vaisseaux étaient désormais désertes. Les marchés vendant des produits terriens étaient actes vides. Les prix des produits de base augmentaient chaque jour. Sur Centauri Prime, le principal centre commercial du Conseil, les marchands extraterrestres observaient leurs boutiques vides avec inquiétude. Les biens humains, le café, le blé, les médicaments et la technologie avaient disparu du jour au lendemain. Nombre d'extraterrestres n'avaient jamais réalisé à quel point ils dépendaient des humains jusqu'à présent. Zictoril, le représentant vespien, était assis dans sa chambre privée, tentant une fois de plus de rejoindre la Terre. Ses grands yeux d'insecte clignaient rapidement de frustration lorsque le même message apparaissait sur son écran. Les relations diplomatiques étaient montées suspendues indéfiniment. C'est de la folie. Il cliqua sur son assistant. Envoie un autre message, avec des codes prioritaires. Nous avons essayé tous les codes, monsieur, répondit son assistant. Les humains bloquent tout. Sur la colonie humaine de Nuterra, la directrice de la colonie, Olivia Garcio, arpentait le périmètre avec son chef de la sécurité. Derrière la clôture se tenait un groupe de marchands extraterrestres brandissant des pancartes demandant à commercer. Ils étaient là depuis 2 jours, dit le chef de la sécurité Ryan Bell. Ils disent ce qu'ils veulent, juste continuer leurs activités. Ils se fichent des politiques du Conseil. Olivia secoua la tête. Les ordres sont les ordres. Pas de contact, pas de contact. Doublez les gardes ce soir. Ryan hocha la tête. Oui, madame. Et les cargaisons prêtes à partir? Nos entrepôts sont remplis de céréales et de médicaments. Gardez-les ici, dit Olivia. La Terre dit que nous pourrions bientôt en avoir besoin. En orbite autour de Jupiter, le commandant de flotte Daniel Jones flottait dans la salle de contrôle de la station de défense Alpha. Par la grande fenêtre, il observait les vaisseaux humains se mettre en formation défensive. Les ingénieurs s'employaient à installer de nouveaux systèmes d'armes sur les vaisseaux plus anciens. Rapport d'étape, dit Daniel à son second. Le dispositif défensif est à 60% d'achèvement, répondit le lieutenant Steve Harris.
Nous aurons une couverture complète du système solaire d'ici demain. Les colonies prendront encore une semaine, acquiesça Daniel. Et nos renseignements. Les vaisseaux du Conseil sont en mouvement. Ils n'ont pas encore pénétré notre espace, mais ils se rassemblent aux frontières. On dirait qu'ils se demandent quoi faire. De retour au siège du Conseil galactique, une réunion d'urgence a dégénéré en cri. Des représentants de 20 espèces différentes se sont disputés, tandis que les rapports économiques annonçaient des chiffres alarmants. « Mon peuple ne peut survivre un mois de plus sans grain humain !» cria le représentant de Proxima AI. Ses tentacules ondulaient de colère. « Mes usines sont vides, sans ouvriers humains !» hurla un autre. Le haut ministre Killet frappa le sol de son bâton de cérémonie. Un autre. Le haut ministre Calef frappa le sol de son bâton de cérémonie. Assez. Cela ne résout rien. Nous devons découvrir pourquoi les humains ont coupé le contact et régler ce problème. Après la réunion, dans une salle privée, Calef rencontra le représentant des Aldariens, Sora, l'ancien plus puissant, allié de la Terre. « Tu dois savoir quelque chose, » dit Clef. « Les humains te font plus confiance qu'à toute autre espèce. » La peau argentée de Sora reflétait la lumière de la pièce tandis qu'elle soupirait. Ils ont découvert les opérations secrètes du Conseil visant à voler leur technologie d'IA. Mes sources affirment avoir trouvé la preuve que des vaisseaux du Conseil avaient piraté leur station de recherche. Killet écarquilla les yeux. C'était illégal. Seuls quelques membres du Conseil étaient au courant. Les humains ne l'entendent pas de cette oreille. Pour eux, le Conseil dans son ensemble avait trahi leur confiance. Sur Terre, le secrétaire à la Défense Frank Miller entra dans le bureau ovale. Le président Martinez leva les yeux de son bureau. « Ils sont désespérés », dit Frank. « Nos réseaux d'espionnage signalent que le Conseil a tenté de contourner notre coupure de communication à 17 reprises ces derniers jours. » « Des opérations militaires ?» demanda le président. « Quelques-unes. Plusieurs espèces du Conseil dirigent des navires de guerre vers nos frontières. Ce n'est pas encore une force d'invasion, mais ils montrent clairement leurs muscles. » Le président Martinez se tenait debout et regardait par la fenêtre le Washington Monument. Ce n'est pas encore une force d'invasion, mais ils montrent clairement leurs muscles. Le président Martinez se tenait debout et regardait par la fenêtre le Washington Monument. Ils ne comprennent toujours pas. Ils pensent pouvoir nous forcer à revenir à la table des négociations. « Et s'ils essayaient quelle la force ?» demanda Frank. « Ils comprendront alors pourquoi nous avons hésité toutes ces années, » dit le président. « Activez la phase 2 du protocole. Il est temps de montrer à la galaxie que les humains ne profèrent pas de menaces en l'air. » Frank hocha la tête et partit exécuter l'ordre. La prochaine étape du plan de la Terre était sur le point de commencer. La grande chambre du Conseil galactique n'avait plus rien d'impressionnant. Des lumières de secours remplaçaient la lueur habituelle. De nombreux sièges étaient vides, les représentants se dépêchant de rentrer chez eux pour régler les problèmes locaux. Ceux qui restaient semblaient plutôt fatigués et inquiets. Le haut ministre Kalev se tenait sur l'estrade centrale. Cette réunion du Conseil d'urgence va maintenant commencer. Premier point, la crise économique. Un extraterrestre maigre à la peau vert pâle s'est avancé. « Monsieur le ministre,
Les chiffres sont pires que nous le craignons. 10 systèmes ont signalé des pénuries alimentaires. Sans livraison de céréales à des fins humaines, des milliards de personnes risquent la faim d'ici quelques mois. Un autre représentant a pris la parole. La production industrielle a chuté de 60% dans l'ensemble du Conseil. Nous n'avions pas réalisé à quel point nos usines dépendaient des matières premières humaines. Khaled hocha la tête d'un air sombre. Et nos tentatives de contact avec la Terre? Toutes ont échoué, dit un officier de communication. Ils bloquent tous les canaux. Nous avons envoyé des messagers physiques par vaisseau, mais les plateformes de défense humaine les ont repoussés avant qu'ils ne puissent pénétrer dans l'espace terrestre. La représentante aldariane, Sora, se leva de son siège. Sa peau argentée avait perdu un peu de son éclat habituel. Je dois dire quelque chose au Conseil. Le silence se fit dans la salle. Mes sources confirment que des humains ont découvert nos opérations secrètes visant à voler leur technologie d'intelligence artificielle. Des grognements et des murmures furieux emplirent la pièce. « Ce ne sont pas nos opérations », corrigea rapidement Kéleth. Ces actions ont été prises par certains membres du Conseil sans leur accord. Les humains ne font pas la distinction, répondit Sora. Pour eux, le Conseil a agi comme un seul corps pour voler leur technologie la plus précieuse. Le visage d'Eleth s'assombrit. Les humains et leurs instincts territoriaux primitifs. Ils réagissent de manière excessive à tout. Après la réunion, Killett se précipita dans son bureau privé. Une fois seul, il consulta des rapports confidentiels sur son écran. La vérité qu'il n'avait pas partagée avec le Conseil s'affichait à l'écran. Des vaisseaux humains se positionnaient en défense sur tout leur territoire. La production militaire augmentait sur tous les mondes humains. De nouvelles plateformes d'armes apparaissaient en orbite autour de leur colonie. « Ils se préparent à la guerre », murmura-t-il à la salle vide. Sur Terre, le secrétaire à la Défense Frank Miller entra dans la salle de crise de la Maison-Blanche. Le président Martinez et ses principaux conseillers attendaient autour d'une grande table. « Monsieur le Président, nos rapports de renseignement sont arrivés », dit Frank. Le Conseil fait des efforts de plus en plus désespérés pour briser notre blocage des communications. Ils ont tout essayé, des voies diplomatiques, mais au piratage informatique direct. Y a-t-il eu du succès? A demandé le président. Aucun. Nos cyberdéfenses tiennent bon. L'amiral Paul Wright a ensuite pris la parole. Monsieur, nous avons détecté plusieurs espèces du Conseil déplaçant des flottes de guerre vers nos systèmes frontaliers. Pas assez pour une invasion complète, mais une démonstration de force certaine. Le président Martinez hocha la tête. Ils veulent quitter nous faire peur et nous ramener à la table des négociations. Ils ne comprennent toujours pas à quoi ils ont affaire. Il y a autre chose, ajouta Frank. Notre réseau d'espionnage signale des bagarres entre membres du Conseil. 3 espèces mineures se sont déjà complètement retirées du Conseil. Le président sourit légèrement. Et voilà, ça commence. Leur alliance a toujours été fondée sur la commodité et le profit, et non sur une véritable coopération. Sans le commerce humain pour les unir, de vieilles rivalités refont surface. « Quelle est notre prochaine étape, monsieur ?» demanda l'amiral Wright. « Poursuivons la phase 2 comme prévu, a déclaré le président. Renforçons notre préparation militaire, mais sans actions agressives. Qu'ils voient notre puissance se renforcer de jour en jour. » « Et s'ils attaquent ?» demanda Maria Gomez,
la conseillère principale. Le visage du président devint sévère. Alors, nous leur montrerons pourquoi nous avons hésité toutes ces années. Il se tourna vers l'amiral Wright. Le projet Mars est-il prêt? Oui, monsieur. Le docteur Richard Collins rapporte que la technologie quantique est fonctionnelle. Si nécessaire, nous pouvons le déployer en quelques heures. Parfait. Avec un peu de chance, nous n'en aurons pas besoin. Mais l'histoire montre qu'il faut parfois démontrer sa puissance pour éviter de l'utiliser. Devant la Maison-Blanche, la vie à Washington continuait normalement. Les citoyens vaquaient à leurs occupations, la plupart ignorant l'évolution de la position de la Terre dans la galaxie. Des vendeurs ambulants vendaient de la nourriture. Des enfants jouaient dans les parcs. Mais dans l'espace, la plus grande confrontation de l'histoire humaine se construisait, mouvement après mouvement, comme une partie d'échecs entre les étoiles. Les premiers coups de feu furent tirés près d'Epsilon Tau, un système stellaire aux confins de l'espace humain. Une petite flotte de vaisseaux anonymes attaqua un avant-poste minier humain. Ils se déplaçaient rapidement, leurs formes étranges ne ressemblant à aucun vaisseau du Conseil connu. Mais ils n'étaient pas assez rapides. Le lieutenant Nickel Peters observait depuis la passerelle du vaisseau de la force de défense terrienne, le Valiant, l'approche des vaisseaux ennemis. « Cible verrouillée », dit l'officier d'armement Sam Green. « Prêts à tirer, attendez », ordonna Nickel. « Enregistrez tout. Le président voudra la preuve de qui a attaqué en premier. » Les vaisseaux ennemis tirèrent des armes à énergie sur la station minière. Les boucliers de la station s'embrasèrent d'un bleu éclatant, tandis qu'ils absorbaient l'attaque. « On tire », dit Nicole. « Action défensive uniquement. » Les armes du Valiant illuminaient l'obscurité de l'espace. 2 vaisseaux ennemis explosèrent aussitôt. Les autres se retournèrent pour fuir. « Capturez-en un si possible », ordonna Nicole. « Il faut fuir. »« Capturez-en un si possible », ordonna Nickel. « Il faut savoir qui les a envoyés. » Un tir précis a neutralisé l'un des vaisseaux en retraite. Des marines terriens sont montés à bord et ont découvert l'équipage. Des extraterrestres ressemblant à des insectes, appelés Zakani, connus pour leur travail de mercenaires. Dans l'ordinateur du vaisseau, Nickel a trouvé ce dont elle avait besoin. Des relevés de paiement, a-t-elle expliqué en examinant les données. Ces Zakani étaient embauchés par un membre du Conseil galactique. Elle renvoya immédiatement les preuves sur Terre. 2 jours plus tard, des forces humaines pénétrèrent en force dans le système Epsilon Tau. Elles prirent le contrôle de 3 stations spatiales auparavant gérées conjointement par le Conseil humain. Sur ordre du commandement terrestre, ces avant-postes sont désormais sous contrôle humain exclusif, annonça le commandant Bill Foster sur tous les canaux de communication, tandis que ces vaisseaux encerclaient les stations. Les quelques fonctionnaires du Conseil stationnés là-bas n'eurent d'autre choix que de partir à bord du prochain vaisseau de transport. Sur la station du Conseil galactique, la nouvelle de l'incident d'Epsilon Tau sema le chaos. « Nous n'avons rien à voir avec cette attaque », insista le haut ministre Khaleth devant le comité d'urgence. Le Conseil n'autorisa aucune action militaire contre les humains. « Alors qui a engagé ces mercenaires Zakani ?» demanda Sora. « Les humains. »« Alors qui a engagé ces mercenaires Zakani ?» demanda Sora, le représentant Aldarian. Les relevés de paiement provenaient clairement d'un compte du Conseil. Killeth n'avait pas de réponse. Après la réunion,
il rencontra secrètement 3 autres membres du conseil. « La situation devient incontrôlable, dit-il. Quelqu'un a pris les choses en main. Les humains s'emparent de nos stations de ravitaillement, déclara le représentant vespien Zictoral. Sans ces provisions, mon peuple ne peut pas ravitailler nos navires. Mon peuple est déjà confronté à des pénuries alimentaires, ajouta un autre représentant. Nous avons besoin de ces cargaisons de céréales humaines. À travers l'espace du Conseil, des combats éclatèrent entre différentes espèces extraterrestres. D'anciennes rivalités, jusque-là contenues par l'autorité du Conseil, reprirent vie. 3 conflits mineurs se transformèrent en guerre ouverte, les planètes se disputant des ressources en voie de disparition. Sur Mars, dans une installation souterraine hautement surveillée, le docteur Richard Collins dirigeait une équipe de scientifiques travaillant 24 heures sur 24. Le docteur Richard Collins dirigeait une équipe de scientifiques travaillant 24 heures sur 24. La salle bourdonnait d'énergie, tandis que des machines complexes effectuaient des calculs plus rapidement que n'importe quel cerveau humain ne pourrait le faire. « Recommencez le test », dit Richard à son assistant. « Dr. Wendy Rogers, nous devons être absolument certains avant de faire notre rapport au président. » Sur un grand écran, une simulation montrait un petit appareil créant un champ d'énergie bloquant complètement le passage d'un vaisseau plus rapide que la lumière. « Ça marche », dit Wendy en observant les résultats. Le champ d'interdiction quantique empêche complètement les déplacements FTL à sa portée. Richard hocha la tête. Si nous déployons ces dispositifs dans l'espace habité, aucun vaisseau extraterrestre ne pourrait nous atteindre en voyageant plus vite que la lumière. Il leur faudrait des années, voire des décennies, pour traverser cette distance à des vitesses inférieures à la lumière. C'est l'arme défensive ultime, a déclaré Wendy. Nous pourrions nous couper complètement du reste de la galaxie si nécessaire. Espérons que nous n'en arriverons pas là, a répondu Richard. Mais si le Conseil nous force la main, il ne termina pas sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Tout le monde au labo savait ce qui était en jeu. Il ne s'agissait plus seulement de protéger l'espace humain. Il s'agissait de changer à jamais l'équilibre des forces dans la galaxie. D'étranges relevés énergétiques apparurent sur les stations de surveillance réparties dans tout l'espace du Conseil. Au début, les scientifiques extraterrestres pensèrent que leur équipement était défectueux. Les relevés étaient trop importants et trop puissants pour être compréhensibles. Puis, des rapports arrivèrent de dizaines de systèmes différents, tous indiquant la même chose. Un événement majeur se produisait en territoire humain. Sur la principale base militaire du Conseil, le général Drave, de l'espèce Orion, observait la carte des étoiles avec une inquiétude croissante. De nouvelles signatures étaient apparues là où il n'y en avait pas eu auparavant. « Que voyons-nous » demanda-t-il à son directeur scientifique. « Des vaisseaux, monsieur, des vaisseaux humains, mais pas comme ceux que nous avons déjà vus. Ceux-ci sont beaucoup plus grands. » La carte montrait d'énormes signatures énergétiques provenant d'endroits jusque-là inconnus dans l'espace humain. Des chantiers navals cachés, jamais apparus sur les relevés du Conseil, dévoilaient maintenant leurs produits. « Combien » demanda le général Draft. « Au moins 200 navires capitaux, peut-être plus. » Le visage du général prit une teinte bleu foncé. « 200. Les humains
n'ont jamais signalé avoir plus de 50 vaisseaux capitaux dans leur rapport de flotte au Conseil. Ils semblent avoir été moins que sincères quant à leur capacité militaire. Monsieur, dans l'espace lointain, l'amiral Susan Reynolds se tenait sur le pont du vaisseau terrestre Defender, le plus grand vaisseau de guerre humain jamais construit. Long de près d'1,5 kilomètre, il possédait une puissance de feu suffisante pour réduire une petite lune en cendres. Autour d'elle, la flotte spatiale se déplaçait avec une précision parfaite, bien qu'elle n'ait jamais été révélée au public jusqu'à présent. « Vaisseau prêt, amiral », dit son commandant en second, le capitaine Eric Bennett. « Bien », répondit Suzanne. « Prenez position au point désigné, mais restez passif. Système d'armes en veille uniquement. Nous sommes ici pour montrer notre force, pas pour déclencher une guerre. » L'immense flotte humaine se déploya, prenant position près de points stratégiques clés, à la frontière entre l'espace humain et celui du Conseil. À chaque point, ils s'immobilisèrent et attendirent, sans faire d'action agressive. Les conseillers militaires du Conseil se réunirent en session d'urgence. « Que font-ils » demanda le haut ministre Kalev. « Pourquoi déployer une telle flotte et rester là sans rien faire ?»« C'est une démonstration de force », expliqua le général Drave. « Ils démontrent leur capacité sans engager le combat. »« Pouvons-nous les égaler ?» demanda un autre membre du Conseil. Le général hésita. « Pas immédiatement. Nos flottes sont dispersées. Nombre de nos vaisseaux sont dépassés par rapport à ce que les humains viennent de révéler. Ils nous ont caché leur véritable niveau technologique. » Pendant ce temps, des diplomates humains ont contacté 3 espèces restées neutres sur la scène politique galactique. L'envoyée spéciale Lisa Howard s'est rendue à la rencontre des représentants de l'hégémonie kaltorienne, une race puissante mais recluse qui s'était tenue à l'écart des affaires du Conseil. La Terre offre des droits commerciaux exclusifs, a expliqué Lisa aux dirigeants kaltoriens. Un accès direct à notre technologie, nos ressources et nos marchés. En échange, nous exigeons uniquement votre neutralité en cas de conflit potentiel avec le Conseil. Des offres similaires furent adressées au collectif Minari et à l'Empire Juran. En quelques jours, tous 3 acceptèrent, créant ainsi une nouvelle alliance économique indépendante du Conseil. Sur Terre, le président Martinez s'adressa à tous les mondes et colonies humains lors d'une diffusion à l'échelle du système. Son image apparut dans les foyers, sur les places publiques et sur les expositions de vaisseaux à travers le territoire humain. « Citoyens de la Terre et de ses colonies », commença-t-il. « Pendant trop longtemps, nous avons été traités comme des partenaires subalternes dans les affaires galactiques. Nous avons consacré nos ressources, notre technologie et notre travail à bâtir une communauté galactique, pour finalement découvrir la trahison au plus haut niveau. » Il a révélé des images et des données montrant des vaisseaux du Conseil collectant secrètement des ressources dans des colonies humaines protégées, des espions du Conseil dérobant des technologies humaines, et des transcriptions de dirigeants du Conseil qualifiant les humains de primitifs et facilement manipulables. « Nous n'avons pas choisi cette voie », a poursuivi le président, « mais nous ne reviendrons pas à un système qui nous méprise. À partir de ce jour, l'humanité tracera sa propre voie parmi les étoiles. Depuis leur foyer à travers l'espace, les gens observaient la scène avec une fierté et une détermination croissante. Nombreux étaient ceux qui s'étaient demandé pourquoi cette rupture soudaine avec le Conseil.
Il comprenait désormais. Sur Mars, le docteur Richard Collins a regardé le discours du président avec son équipe. À la fin, il s'est tourné vers son collègue. « Il est temps !» a-t-il déclaré. Préparer le déploiement des prototypes d'interdiction quantique. La phase 3 est sur le point de commencer. 6 mois se sont écoulés depuis que la Terre a coupé tout contact avec le Conseil galactique. Ce qui n'était au départ qu'un désagrément s'est transformé en crise majeure. L'économie du Conseil a continué de s'effondrer. Des émeutes de la faim ont éclaté sur 12 planètes. Les routes commerciales qui reliaient autrefois la galaxie étaient non désormais désertes ou contrôlées par des pirates que la flotte affaiblie du Conseil ne pouvait arrêter. Sur la station du Conseil galactique, le haut ministre Keyleth convoqua les membres restants du Conseil. De nombreux sièges restèrent sautant vacants, certaines espèces s'étant complètement retirées. Nous ne pouvons plus ignorer la réalité, déclara Keyleth, la voix lourde de défaite. Nous devons négocier avec les humains. Des accords, cria un représentant depuis le fond. Des accords avec les humains. Des accords, cria un représentant depuis le fond. Ce sont eux qui devraient négocier avec nous. Nous sommes le Conseil galactique. Nous étions le Conseil galactique, corrigea Sora, l'Aldarien. Maintenant, nous ne sommes plus qu'un groupe d'espèces affamées, aux économies défaillantes et aux alliances brisées. Le vote fut adopté sans grande opposition. Le Conseil enverrait ses diplomates les plus haut placés pour solliciter une rencontre avec la Terre. 3 jours plus tard, 5 vaisseaux du Conseil approchaient des confins du système solaire, diffusant des signaux de paix sur tous les canaux. Ils s'arrêtèrent à la borne frontière et attendirent. 6 heures plus tard, un message arriva de la Terre. Un représentant pouvait se rendre à la station neutre Alpha. Désarmés et seuls, les diplomates du Conseil discutèrent entre eux. Finalement, il fut décidé que Jorvex, le diplomate le plus ancien et le plus respecté des centaures, partirait. Sur la station neutre Alpha, une petite station spatiale aux confins du système solaire. L'ambassadeur Gregory Peterson attendait. La salle des avions ne contenait qu'une simple table et 2 chaises. Pas d'appareil d'enregistrement, pas de personnel. Juste 2 représentants qui décideraient du sort de milliards de vies à travers la galaxie. La porte s'ouvrit et Jorvex entra. Le vieux centaure avançait lentement, sa peau bleue ridée par l'âge, ses avant-bras fins mais fermes. « Ambassadeur Peterson », dit-il en s'inclinant solennellement, « je vous apporte les salutations du Conseil galactique. Je vous reçois en tant que représentant de la Terre. » Grégory répondit, sans rendre l'arc. « Veuillez vous asseoir. » Pendant les 6 heures qui suivirent, ils discutèrent. « Veuillez vous asseoir. » Pendant les 6 heures qui suivirent, ils discutèrent. Jorvex offrit des réparations pour les actions du Conseil. Il promit de nouveaux accords commerciaux, de meilleures conditions, un statut spécial pour les mondes humains. Grégory écouta chaque offre sans broncher. Lorsque Jorvex eut enfin terminé, Grégory posa un petit appareil sur la table. Il projeta un hologramme indiquant les exigences de la Terre. Les yeux de Jorvex s'écarquillèrent en lisant. Ceci, ce n'est pas une négociation. Cela signifierait la fin du Conseil, tel qu'il existe depuis 2000 ans. Oui, dit simplement Grégory.
Une réorganisation complète de la structure du Conseil. Une représentation égale pour toutes les espèces membres, quel que soit leur âge et leur territoire. Autonomie totale pour l'humanité dans toutes ses affaires. Ces conditions sont impossibles. Ce sont nos conditions, répondit Grégory. La Terre n'acceptera rien de moins. Lorsque la nouvelle des exigences de la Terre parvint au Conseil, la réaction fut immédiate. Le chaos. Certains représentants sortirent, furieux. D'autres appelèrent à la guerre. Quelques-uns restèrent assis, stupéfaits, dans un silence. Mais avant qu'une décision puisse être prise, de mauvaises nouvelles arrivèrent. L'Union Tellerate, l'un des membres fondateurs du Conseil, avait envoyé un message directement à la Terre, proposant un accord de paix séparé. Le collectif Proxima avait fait de même. Les deux espèces avaient décidé de rompre avec le Conseil et de s'occuper seules de l'humanité. Ils nous divisent, compris trop tard Calette. C'était leur plan depuis le début. Sur Terre, l'agent de renseignement Laura Walton se précipita dans une salle de réunion sécurisée où le président Martinez discutait avec ses conseillers. « Monsieur, nous avons intercepté les communications du Conseil », dit-elle en posant un bloc de données sur la table. « Nos cryptographes viennent de les déchiffrer. Une faction du Conseil prévoit de lancer une attaque contre la Terre pendant que les négociations de paix se poursuivent. Le visage du président se durcit. De quelle faction s'agit-il? L'alliance militaire dirigée par l'Empire draxien. Ils ont rassemblé une force d'intervention dans leur base. Ils prévoient d'attaquer d'ici 3 jours. Alors ils parlent de paix tout en planifiant la guerre, dit le président d'une voix glaciale. Amiral Wright, notre projet spécial est-il prêt? Sa voix glaciale. Amiral Wright, notre projet spécial est-il prêt? Oui, monsieur. Le docteur Collins signale que tous les systèmes sont opérationnels. Alors, préparez l'ultimum. Il est temps que le Conseil comprenne exactement à quoi il a affaire. La grande salle de réunion de la base lunaire terrestre se tut tandis que l'ingénieur en chef Alan Parker s'avançait vers le centre de la pièce. Des représentants de 17 espèces extraterrestres étaient assis en demi-cercle, l'observant avec curiosité. Il ne s'agissait pas de représentants du Conseil, mais d'observateurs indépendants invités par la Terre pour assister à un événement important. « Merci d'être venu, » dit Alan. « Ce que je vais vous montrer va changer à jamais notre compréhension du voyage spatial. » Il activa un écran montrant un petit appareil semblable à un satellite. Il s'agit d'un générateur d'interdiction quantique. Il crée un champ perturbant les conditions spatio-temporelles nécessaires au voyage plus rapide que la lumière. Les extraterrestres murmurèrent entre eux. Le voyage FTL était le fondement de la civilisation galactique. Sans cela, les voyages entre les étoiles prendraient des décennies, voire des siècles, au lieu de quelques jours. « Laissez-moi vous faire une démonstration », continua Alan. Il appuya sur un bouton de son panneau de contrôle. L'écran changea pour montrer un petit avant-poste humain en orbite autour d'une lune lointaine. Un chronomètre apparut dans un coin, décomptant à rebours à partir de 60 secondes. Nous avons activé un champ d'interdiction à petite échelle. Autour de l'avant-poste Gamma 3. Pendant la minute qui vient, aucun vaisseau ne pourra entrer ou sortir de cette zone à l'aide de moteurs FTL. Les observateurs extraterrestres observèrent en silence le compte à rebours. Arrivé à 0,
Alan fit signe à son assistant qui appuya sur un autre bouton. Le champ disparut. Il s'agissait d'une petite démonstration avec un appareil limité, expliqua Alan. Mais nous avons la capacité de déployer ces générateurs dans tout l'espace humain, créant ainsi une barrière qu'aucun vaisseau FTL ne pourrait franchir. Un extraterrestre se leva, sa peau écailleuse reflétant la lumière. Vous vous couperiez de la galaxie si nécessaire, répondit Alan. Nous privilégions la coopération, mais nous nous protégerons par tous les moyens nécessaires. Les observateurs partirent immédiatement, se précipitant pour rapporter ce qu'ils avaient vu à leur planète d'origine. 3 jours plus tard, le président Martinez, assis dans le bureau ovale, analysait les réactions à leur manifestation. Des rapports ont montré que des messages de panique circulaient sur les canaux de communication du Conseil. La révélation de la nouvelle technologie humaine avait choqué la galaxie. Ça a fonctionné, a déclaré le secrétaire à la Défense Frank Miller. Les mondes indépendants nous contactent déjà directement, contournant complètement le Conseil. Le président a hoché la tête, et la réaction du Conseil? Divisée. Certains veulent qu'Essat négocier immédiatement. D'autres. L'alliance militaire draxienne, toujours en train de préparer son attaque. Nos renseignements suggèrent qu'ils ne croient pas que notre technologie fonctionne à grande échelle. Ils pensent que c'était du bluff. Le visage du président devint sévère. Nous devons alors clarifier notre position. Il a récupéré un dispositif de communication sécurisé. Envoyé l'ultimatum. Dans tout l'espace du Conseil, sur tous les canaux officiels, le message de la Terre a été diffusé simultanément. Attention, Conseil galactique. La Terre exige une réforme immédiate de la structure du Conseil, conformément aux conditions que nous avons soumises précédemment. La mise en œuvre doit commencer dans les 72 heures. Tout refus ou action hostile entraînera l'activation de notre réseau d'interdiction quantique, isolant l'espace du Conseil des déplacements FTL. Il ne s'agit pas d'une négociation. Sur la colonie humaine Nexus I, le gouverneur Henry Wilson a regardé le message diffusé sur les écrans publics de la place principale. Les citoyens se sont rassemblés, levant les yeux au ciel, un mélange de fierté et d'inquiétude se lisant sur leurs visages. « Y aura-t-il la guerre, gouverneur ?» demanda une jeune femme. « J'espère que non, » répondit Henry. « Mais si elle survient, nous sommes prêts. » Il leva les yeux vers le ciel où patrouillaient des vaisseaux terriens, plus nombreux que jamais. En orbite au-dessus d'eux, le premier des satellites d'interdiction quantique attendait, prêt à être activé. Aux abords du territoire de la colonie, des capteurs longue portée détectaient l'approche de plusieurs vaisseaux. Des vaisseaux de guerre du Conseil appartenant à la faction draxienne radicale. Ils s'étaient positionnés juste à l'extérieur de l'espace colonial, leurs armes étant alimentées, mais pas encore actives. Le gouverneur Wilson a reçu l'alerte sur son appareil personnel. D'un air sombre, il a ouvert un canal sécurisé avec le commandement terrestre. Ici, le gouverneur Wilson de Nexus IA. Des vaisseaux de guerre du Conseil ont pris position près de notre frontière. Ils semblent se préparer à une éventuelle action hostile. La réponse est arrivée immédiatement. Compris, gouverneur. La flotte de vote défensive est en route. Maintenez l'état d'alerte. N'engagez pas le combat à moins d'être pris pour cible.
Henry se retourna vers les citoyens sur la place, toujours scrutant les écrans. Ils ignoraient encore que des vaisseaux du Conseil rôdaient juste au-delà de leur colonie. Il espérait qu'ils n'auraient jamais besoin de le savoir. Le compte à rebours avant l'échéance terrestre avait commencé. L'ultimatum de la Terre atteignait ses dernières heures. Sur les écrans de la galaxie, le compte à rebours s'écoulait. 48 heures s'étaient tout écoulées sans réponse officielle du Conseil galactique. Les 24 heures restantes s'étiraient comme une éternité. Au petit matin, les capteurs autour de Nexus 1 s'allumèrent, signalant des avertissements. 3 cuirassés draxiens rompirent leur formation et foncèrent vers la colonie humaine. Leurs armes propulsives rapporta la chef de la défense Amy Gordon au gouverneur Henry Wilson. Leur trajectoire les mènera directement à notre plateforme d'interdiction quantique. État d'avancement de l'évacuation, demanda Henry d'une voix ferme malgré la crise. Les abris civils sont à 80% de leur capacité. Il nous faut encore 20 minutes pour faire descendre tout le monde sous terre. Sur l'écran principal de défense, Henry observait 5 vaisseaux humains s'avancer pour intercepter les attaquants. La voix de l'amiral Paul Wright résonnait sur le canal de commandement. Ici l'amiral Wright, à tous les vaisseaux terriens à proximité de Nexus 1. Position défensive uniquement. Je répète, position défensive uniquement. Les vaisseaux humains formaient une barrière protectrice entre la colonie et les Draxiens qui approchaient, mais ils étaient en infériorité numérique. Depuis le centre de commandement terrestre, le président Martinez regardait les mêmes images avec ses conseillers militaires. « Les Draxiens nous testent », déclara l'amiral Wright depuis son vaisseau de commandement. « S'ils détruisent cette plateforme d'interdiction, ils diront que notre technologie était un bluff. »« Nos vaisseaux pourront-ils les retenir ?» demanda le président. Non sans subir de lourdes pertes, les Draxiens envoyèrent leurs meilleurs vaisseaux. Le visage du président était impassible lorsqu'il prit sa décision. Activer le plan de défense Oméga et préparer le réseau d'interdiction. Près de l'IA Nexus, les 3 vaisseaux draxiens ouvrirent le feu en premier. Des faisceaux d'énergie traversèrent l'espace en direction des vaisseaux humains. Les vaisseaux humains ripostèrent. Des armes plus sophistiquées endommageaient le vaisseau draxien de tête. Ce que les Draxiens ignoraient, c'est que 7 autres vaisseaux humains attendaient à proximité, dissimulés par une technologie furtive. Ils avaient été positionnés là quelques jours plus tôt par l'amiral Wright, qui avait anticipé cette attaque. Alors que les Draxiens poursuivaient leur attaque, les vaisseaux cachés apparurent soudain derrière eux. Les Draxiens se retrouvèrent pris entre 2 flottes humaines. « Tous les vaisseaux, tir défensif seulement », ordonna l'amiral Wright. « Désactivez leurs moteurs et leurs armes si possible. » La bataille fut brève mais intense. 2 vaisseaux draxiens furent paralysés, leurs moteurs détruits et leurs armes neutralisées. Le 3e fit demi-tour pour fuir, mais se trouva bloqué. À travers l'espace du Conseil, la nouvelle de l'attaque ratée se répandit rapidement. Les Draxiens, l'une des forces militaires les plus puissantes du Conseil, avaient été vaincus sans que les humains ne perdent un seul vaisseau. Mais la Terre n'en avait pas fini. Depuis une installation sécurisée sur Mars, le Dr Richard Collins activa pour la première fois le réseau d'interdiction complet.
Des centaines de satellites positionnés près des frontières des espèces agressives du Conseil prirent vie. Des champs quantiques se répandirent dans l'espace, créant des barrières qu'aucun vaisseau plus rapide que la lumière ne pouvait franchir. Le système draxien, ainsi que ses alliés, le collectif Vespian et l'Empire Zoran, se retrouvèrent soudain coupés du reste de la galaxie. Les vaisseaux tentant de quitter ces systèmes abandonnèrent leur voyage FTL, bloqués dans l'espace lointain. Leurs vaisseaux les plus rapides mettraient désormais des années à atteindre le monde habitable le plus proche. Le reste du Conseil assista, sous le choc, à l'éviction immédiate de 3 de ses membres les plus influents des affaires galactiques. 6 heures avant l'expiration de l'ultimatum de la Terre, un message arriva des membres restants du Conseil. Nous acceptons vos conditions. Le Conseil se réorganisera comme demandé. Veuillez rétablir les voyages FTL vers les systèmes isolés. Un an après que la Terre eut rompu toute relation diplomatique avec le Conseil galactique, le président Martinez se tenait dans une grande salle en territoire neutre. Autour de lui se trouvaient des représentants de 17 espèces extraterrestres, certains anciens membres du Conseil, d'autres puissances auparavant neutres. Ensemble, ils signèrent les accords Sol, établissant le nouvel organe directeur galactique avec une représentation égale de tous les membres. L'ancienne structure du Conseil fut officiellement dissoute. Alors que le président prenait la plume cérémonielle pour signer le document, il repensa à ce jour, 1 an plus tôt, où la Terre avait pris son plus grand risque. Le blackout diplomatique, qui semblait si risqué qu'il s'était avéré être la plus grande force de l'humanité. Partout dans l'espace humain, les citoyens ont célébré la réouverture des canaux de communication. Les journaux télévisés ont diffusé la cérémonie de signature et expliqué le nouvel ordre galactique que la Terre avait contribué à créer. Aux confins de l'espace humain, les plateformes d'interdiction quantique ont été mises hors service, permettant à nouveau la libre circulation. Mais ils sont restés en place, rappelant que l'humanité ne se permettrait plus jamais d'être traitée comme autre chose que des égales dans la galaxie.